J'aurai quelques minutes, le temps que tout le monde arrive, comme d'habitude. Salut Martin. Bonjour. 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 Peut-être encore attendre 2 minutes et on démarrera. Allez, on va démarrer. Merci à tous d'être connectés aujourd'hui pour ce webinaire de débrief du Kafka Summit London. Nous sommes plusieurs de Sphère à avoir pu nous y rendre et on va le voir, c'est un événement assez intéressant et majeur dans l'actualité de Kafka qui est organisé par Confluent. Donc on va tout d'abord se présenter et vous détailler très brièvement l'agenda de ce qu'on détaillera pendant cette période ensemble. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions. On aura un temps dédié à la fin pour répondre éventuellement aux questions que vous auriez ou pour détailler certains points qui seront abordés un peu plus en détail dans cet échange. Donc on va faire un petit tour de table pour démarrer. Voilà. Donc, Bertrand, est-ce que tu veux commencer à te présenter? Oui, donc je suis certifié développeur Kafka. J'ai eu la joie de pouvoir aller au Kafka Summit à Londres pour suivre une partie des conférences la semaine dernière. Et, euh, et voilà, on va s'arrêter là. Top. Merci. Valentin? Yes, Valentin. Ouais, moi je suis développeur back-end, pareil, certifié développeur Kafka. Alors j'ai pas eu la chance d'aller au Summit, mais j'ai décortiqué évidemment la keynote et j'attends avec impatience toutes les autres vidéos qui pourraient sortir. Voilà. Top. Et Sébastien? Bonjour tout le monde, Sébastien, moi je suis cloud architecte et je viens avec ma casquette effectivement, certifié Kafka, traîneur Kafka, etc. Donc impatient de partager avec vous toutes les belles annonces et aussi toutes les questions qu'on peut avoir aussi derrière tout ça. Oui. Merci à tous les trois de nous faire ce retour et de nous partager votre regard sur les annonces et votre expertise sur tous ces sujets. Et donc, pour ma part, moi, je suis Alliance Manager chez Sphère pour le groupe Sphère. Donc, je m'occupe de la relation avec nos partenaires et dont Confluent, sur lequel on va revenir très brièvement juste après. Donc l'agenda, on vous le disait, on va vous faire un petit retour sur déjà qu'est-ce que le Kafka Summit, qu'est-ce que c'était cette édition 2024. On fera ensuite un petit feedback sur les évolutions depuis 2023 parce qu'on avait eu l'occasion de faire cette même session de feedback et de débrief l'année dernière après le Kafka Summit.
On évoquera évidemment ensuite les nouveautés, toutes les annonces qui ont pu être faites, et certaines, vous verrez, sont assez novatrices et hyper intéressantes. Et puis, on se projettera aussi par la suite à la fin de ce call pour voir qu'est-ce que tout ça amène dans l'écosystème Kafka et pour vous en tant qu'entreprise qui est implémentée ou utilisateur quotidien de Kafka. Très brièvement, pour vous rappeler, si vous ne nous connaissez pas, qui nous sommes chez Sphère. Donc, on est un groupe qui comporte 3 entités complémentaires. Donc, l'entité Sphère, on va dire historique, que vous connaissez certainement au travers de l'expertise technologique. Donc, on met en œuvre des solutions techniques sur mesure pour nos clients avec des partenariats technologiques forts comme celui qu'on a sur Kafka avec Confluent, mais on a également des partenariats technologiques avec, par exemple, Google Cloud, Amazon Web Services, Microsoft Azure. On a une seconde entité qui a été formalisée il y a maintenant un peu plus de 2 ans, qui est WeEnvision, qui peut vous accompagner sur la stratégie IT, sur comment entrevoir par exemple une stratégie streaming, event-driven, donc en amont de la partie technique. Et enfin, nous avons l'Institute, donc Sphère Institute, qui est l'entité de formation, donc au travers de laquelle des personnes comme Sébastien délivrent les formations officielles de nos partenaires technologiques, mais également des formations custom. Donc, on a au sein du groupe Sphère plus de 50 formateurs qui sont tous des experts. C'est la grande spécificité et la grande force de ce modèle. Donc, les formateurs sont des personnes qui sont au quotidien au contact des clients sur des problématiques techniques très pointues et qui, ponctuellement, quand il y a un besoin de formation, sortent de leur mission et délivre ces formations. Donc, ça apporte vraiment un côté vertueux à tout ça, puisque les formations qui sont délivrées sont au plus près des innovations et des évolutions technologiques qu'ils peuvent voir chez les clients. Plus spécifiquement, en termes de partenariat avec Confluent, oui, tu fais bien de le préciser, Sébastien, tu ne seras bientôt plus tout seul. On attend les validations de Confluent pour Bertrand et Valentin. On est partenaire depuis 2021 avec Confluent sur Kafka, et donc on a le statut de Consulting and Service Partner, mais également de trainer officiel, ce qui permet de vous accompagner si vous avez des besoins sur toute la chaîne, que ce soit l'aspect technique, implémentation, mais également l'aspect formation. Et on a aussi un peu plus de 50 personnes qui sont formées sans forcément être certifiées. Donc, ça fait une capacité d'accompagnement très confortable sur ces beaux sujets que nous apportent Kafka et Confluent. Venons-en maintenant au vif du sujet, le Kafka Summit. Alors, le Kafka Summit, c'est un événement qui a lieu maintenant tous les ans à Londres, qui va d'ailleurs certainement reprendre la dénomination de Current, qui est le terme officiel au niveau mondial pour cet event qui a lieu chaque année aux États-Unis. Mais donc, c'est 2 jours de conférences et de sessions. Il y a tout l'écosystème qui est présent et c'est là que sont abordées les nouveautés, les innovations. C'est hyper dynamique. C'est des jours qui sont très sympas puisqu'on a toutes les personnes qui font l'écosystème Kafka présent et qui peuvent discuter avec vous sur ces sujets-là. Donc, c'était plusieurs centaines de personnes cette année. On a pu prendre toutes les infos qu'on va maintenant vous partager. Mais avant ça, comme je vous le disais, on va faire un petit retour en arrière et regarder sur les annonces qui avaient été faites l'année dernière, comment tout ça a évolué. Donc, messieurs, Sébastien, Valentin, Bertrand, je passe la main sur ces aspects techniques. Le premier sujet, je pense que Kraft, notre expert Kraft, Valentin, qu'est-ce que tu as à nous dire dessus? Alors après, déjà, si vous ne connaissez pas Kraft, que vous travaillez avec Kafka, intéressez-vous, intéressez-vous-y, parce que déjà, c'est un sujet hyper intéressant. Et en plus, maintenant que ça a été validé et que très clairement, alors déjà, si vous êtes sur un Kafka hébergé, vous n'avez pas trop à vous en soucier, a priori. Mais l'année dernière, ils avaient parlé de Kraft et du fait qu'ils le mettaient en place du côté de Confluent Cloud. Cette année, ils ont dit Kraft, c'est la norme maintenant.
Là, ce qui est intéressant, c'est surtout qu'ils ont mis en place des procédures de migration sur Craft. Voilà, sur org Apache, sur apache.org, on peut voir des procédures de migration qui sont plutôt bien faites, qui vont aider les gens qui ne sont pas forcément sur le cloud et qui hébergent leur propre Kafka à faire des migrations. Et du coup, voilà, c'est la fin de Zookeeper. On aimait plus ou moins Zookeeper, des fois. Voilà. Maintenant, il y aura Craft à la place. Et du coup, c'est la fin de ce sujet-là, qui a duré quand même quelques années chez Confluent. Ce sera la valeur uniquement. Enfin, Zookeeper n'est plus supporté dans la prochaine version majeure, qui sera la 4. Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est hyper important de s'y coller. Et donc, c'est bien un sujet lié à Apache Kafka en tant que tel et pas forcément à Confluent. Oui, tout à fait. Ces sujets-là aussi, on va essayer de faire la contrepartie, enfin un peu le distinguo entre les deux, parce qu'il y a bien le projet communautaire, il y a bien les solutions Confluent. Et donc, si on enchaîne sur la partie stream sharing, on va essayer de faire assez vite sur cette partie un peu regarder dans le rétro, parce qu'il y a pas mal de trucs à dire. Stream sharing, donc c'est une solution complètement Confluent là. On a la possibilité maintenant de partager du topic à l'extérieur de son organisation Confluent Cloud. Les cas d'usage, ils sont plutôt salvateurs, plutôt que de mettre une petite API REST, comme on pouvait le faire peut-être avant. Là, on peut directement interroger nos topics à distance. Donc, c'est des choses, c'est des petits sujets finalement, enfin, qui paraissent petits. Ça doit avoir été un peu compliqué côté Confluent pour organiser tout ça, mais c'est quelque chose d'assez intéressant et ça mérite de le rappeler ici qu'on peut partager des topics facilement maintenant en dehors de son organisation. Les queues, est-ce que quelqu'un veut parler des queues? On va dire que c'est une chose qu'ils avaient annoncée l'année dernière et ils n'ont pas énormément avancé sur le sujet cette année. C'est toujours en enfin là, ils en sont au point où normalement, ils ont fini de définir ce qu'ils veulent faire. Ils sont en train de voter sur est-ce qu'ils le font bien comme ça et ça devrait bientôt être implémenté. Donc, c'est pas tout à fait une évolution par rapport à l'année dernière, mais ils n'en sont pas loin. Disons que c'est le prochain gros next step purement sur Kafka, je pense. Parce que ça va apporter plein de trucs, quoi. En effet. Sur la data quality, vas-y, je te laisse. Ouais, je sais. En fait, j'ai pour le coup sur cette partie-là précise, vu qu'on en a déjà bien parlé l'année dernière, on a une partie gouvernance dont on va parler plus en détail dans la présentation. Il n'y a pas eu forcément des tonnes d'améliorations vraiment par rapport aux annonces qu'il y avait déjà eu l'année dernière. Je vais vous remettre la doc officielle dans le lien, dans le chat, parce que on peut vraiment faire pas mal de trucs, pas mal de choses, c'est complètement intégré au schéma, etc. Et c'est des choses assez intéressantes, et comme disait Bertrand, on va en reparler un peu après pour la gouvernance. Et le dernier sujet, Flink, de toute façon, c'est notre premier gros sujet qu'on va évoquer après. Donc, ça a été annoncé l'année dernière avec le rachat, début d'année dernière, il me semble, de Imeroc par Confluent. Donc, le rachat de l'éditeur au-dessus d'Apache Flink. Donc, même principe, Confluent qui est au-dessus de Apache Kafka. Finalement, Imeroc était au-dessus d'Apache Flink. Donc, l'année dernière, on s'est posé pas mal de questions. Et c'est peut-être la transition, peut-être sur le sujet suivant. Donc, on va peut-être avancer sur le slide d'après. Et parler peut-être de Flink tout de suite, sauf si vous avez encore des choses à dire là-dessus, Bertrand et Valentin. Non, okay. Donc, les 3 gros sujets qu'on va avoir, si tu peux avancer, Bertrand, ou alors c'est moi qui ne vois pas. Ça marche. Les 3 gros sujets, hein, globalement, c'est du Flink, Tableflow Iceberg et de la data governance. Donc, on l'a mis dans ce sens-là parce que le gros sujet Flink, ça fait un peu un an qu'on entend parler de Flink, qu'on entend parler de l'intégration, qu'on entend parler de beaucoup de choses autour de tout ça. Vas-y Bertrand, tu peux avancer sur le premier slide avec la petite capture. Là, ça, c'est une belle photo de Martin ou toi, j'imagine, Bertrand. Vas-y, va sur celui d'après. J'aime bien celui d'après.
L'année dernière, on s'est posé la question, je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui étaient là ou pour les nouvelles personnes. L'année dernière, on s'est posé la question de où se positionner Flink dans l'écosystème. Là, à l'heure actuelle, Flink s'est clairement imposé comme étant l'outil de streaming de Kafka. Donc l'outil vraiment un peu no-code, low-code autour de Kafka. Donc on est vraiment dans cette logique-là. On avait les consumer producers qu'on avait historiquement un peu en Java, etc. On avait Kafka Stream, on avait KSQLDB qui est arrivé, qui a fait des petits, qui a fait des choses, et finalement Flink est arrivé au-dessus de tout ça et a peut-être tué KSQLDB. Donc voilà, peut-être que Flink a remplacé tout ça. Et si on va sur le slide suivant, donc une petite intro rapide sur Flink. L'adoption de Flink par rapport à Kafka, donc on est sur des temporalités un peu différentes, mais l'adoption de Flink, elle est complètement similaire à l'adoption de Kafka. Et ça fait que Flink est devenu, si on peut dire, le système de traitement de données distribué complètement standard maintenant dans la plateforme. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, Valentin et Bertrand, sur ces sujets-là, mais voilà, Flink a l'air d'avoir pris sa place maintenant dans la plateforme avec tous les autres sujets qu'on a évoqués après. Ouais, je voyais la question, est-ce que Apache Flink remplace KSQLDB? Officiellement non, je pense pas. Maintenant, c'est vrai que ils ont investi beaucoup sur Flink et la façon dont c'est intégré dans Confluent Cloud laisse à penser que Flink, ça va devenir la norme, je pense. Ouais. C'est en plus très très proche, en fait, d'un point de vue de ce que ça permet de faire. C'est vraiment très très proche et d'un point de vue de, en gros, tu écris des requêtes SQL et ça derrière, ça génère des streams et des tables, enfin des topics sous-jacents et tu fais tes agrégations, etc. C'est le même principe et quasiment la même utilisation. C'est juste que en interne, c'est pas la même chose. Enfin, le code derrière est vraiment très différent. Et KSQLDB, autant c'est juste une appli que tu vas pouvoir déployer et connecter à ton cluster simplement. Flink, ça reste un truc assez mastoc. Il faut déployer un cluster d'applications avec certains accès réseau, etc. C'est un peu plus costaud, on va dire, si tu veux le déployer toi-même. Par contre, dans Confluent Cloud, eh ben, tu n'as rien à faire. Enfin, tu cliques sur un bouton pour dire j'active Flink et c'est fini. Ouais, Flink, c'est ça qu'il faut voir, c'est pas juste le requêteur SQL à la façon qu'a SQLDB. C'est beaucoup plus que ça. On peut faire des flux d'intégration de données à travers plein de systèmes différents. Et effectivement, l'intégration qui a été faite l'année dernière dans Confluent Cloud de Flink, c'est juste la partie SQL. Donc ça facilite la vie. Et effectivement, quand on regarde un peu la liste ici qu'on a mis des grosses annonces aussi et des différentes features qu'on a, ça prouve que ça va pas remplacer le produit KSQLDB. Je pense qu'il va continuer à vivre. Est-ce que KSQLDB va continuer à évoluer? Ça, la question peut peut-être se poser. Donc, si moi, on me demandait aujourd'hui, est-ce qu'il faut partir sur du KSQLDB ou sur du Flink, j'aurais tendance à dire l'effet de mode fait qu'il faudrait partir sur du Flink. L'intégration et donc c'est pas forcément une bonne raison, l'effet de mode, donc je le précise. Mais l'intégration qu'en fait Confluent dans sa plateforme et le rôle clé que ça aura dans le sujet qu'on va voir après Tableflow, c'est quand même assez flagrant comme l'outil prend sa place et l'outil semble être idéal pour ce cas-là. Je dirais que ça dépend aussi un tout petit peu du cas d'utilisation. Déjà, est-ce que vous êtes sur Confluent Platform ou Confluent Cloud? Parce que si vous êtes déjà dessus, bah, Flink automatiquement est intégré, donc ça apporte une facilité d'utilisation que, en gros, faut pas se priver de l'utiliser. Si vous êtes sur votre propre cluster, enfin pas dans le contexte Confluent, on va dire, là, la question se pose de bon bah si vous n'avez pas encore de Flink et pas de KSQLDB, peut-être que pour votre cas d'utilisation qui va être un truc simple, déployer un cluster Flink c'est trop quoi. Et si c'est juste pour faire quelques requêtes et quelques agrégations, bon bah du JavaStream ou du KSQLDB ça supporte. Et donc les grosses annonces,
Ouais, vas-y, Oui, Valentin. c'est ce que j'allais dire. Ma mémoire me fait défaut, moi. Mais il me semble que Apache Flink, ils ont annoncé que c'était dispo sur toutes les régions et Confluent Cloud à partir du moment où tu es toujours globalement si tu es sur Confluent Cloud Enterprise, si je ne dis pas de bêtises. Quelque chose comme ça. L'année sais pas dernière, si- c'était annoncé comme étant disponible uniquement sur AWS, de Ouais. souvenir. Et là, ils ont bien annoncé que c'était disponible sur les 3 gros providers, enfin les 3 providers principaux, hein, AWS, Google Cloud et Azure. Et ils ont vraiment mis l'accent sur le niveau de performance, sur le niveau d'intégration. Donc, on parlera un petit peu de Cora aussi tout à l'heure. Mais le service intégré côté Confluent a été vu comme un vrai, donc j'insiste sur le vrai, service complètement cloud native et serverless. Donc voilà, vous avez une solution clé en main, comme le disait Bertrand Valentin avant, solution clé en main, en 2-3 clics, vous avez un Flink serverless qui va pouvoir vous adresser tout type de problématiques. Et l'interface Confluent, enfin intégrée dans Confluent Cloud, où vous pouvez, en fait, Flink finalement, il y a 4 niveaux d'API possibles, enfin, tu vois, du plus bas de niveau au plus haut niveau, et l'intégration dans Confluent, c'est la version au niveau de j'écris mes requêtes SQL et ça fait automatiquement des streams et tout ce qu'il y a derrière. Ça, ils travaillent dessus et c'est sur leur roadmap de cette année. Et c'est vraiment d'avoir, parce que là, ils supportent une bonne partie des requêtes possibles, mais il y a encore quelques trucs d'utilisation que vous ne pouvez pas faire dans l'interface parce qu'ils n'ont pas encore prévu de comment rendre le retour finalement de la requête. Et donc ça, ils travaillent dessus. Mais je pense que d'ici la fin de l'année, tout sera disponible entièrement, quoi. Donc, on a remis ici les différentes features qu'on a. Et Valentin, je te redonne la main après. Les différentes features, parce que il y a des choses qui sont déjà faites depuis un petit moment. Il y a des nouveautés. Donc voilà, il y a pas mal de features. On va repasser sur quelques-unes. Et Valentin, je te rends la main. Ouais, bah justement, enfin, moi, je sais que j'ai été impressionné par la démo de Flink Actions, quand même. Alors, je pense que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de pré-build. Ça reste des actions assez simples et tout. Mais je suppose qu'ils ont vocation à en rajouter. Et ben, ça va être vraiment ultra pratique pour les gens qui utilisent Confluent Cloud et Flink au quotidien, quoi. Les Flink Action, il y en a, enfin voilà, moi j'ai identifié 2 principales. D'ailleurs, il y en a peut-être que 2 pré-build à voir. Mais la déduplication, c'est le genre de process qu'on a tous envie d'avoir et qu'on n'a pas envie de développer. Voilà, moi j'ai envie d'intégrer de la donnée quelque part. Ok, la donnée, elle peut être dupliquée par plein de causes techniques et d'implémentation, hein, peu importe. Mais voilà, vous avez des Flink Actions qui vous permettent automatiquement alors je le schématise, hein, mais vous avez un topic, vous mettez cette Flink Action, à la sortie, vous avez un truc dédupliqué. Donc voilà, avec 2-3 petits paramètres, c'est la petite capture d'écran qu'on voit en bas, donc intégré dans le portail. Donc il y a quand même des choses plutôt sympas. Là, les annonces qu'ils ont faites aussi, alors je ne sais pas si c'est des annonces dans le Kafka Summit, mais les User Defined Functions. Donc on va pouvoir définir et intégrer dans Confluent Cloud, a priori, des User Defined Functions pour pouvoir enrichir le catalogue de fonctions de base SQL, et tout ça en mode Java. Donc en gros, ça me fait vraiment penser au SMT côté Kafka Connect, par exemple, où on peut implémenter des SMT et les mettre à disposition pour faire des choses un petit peu plus compliquées. Et on a fait aussi des User Defined Functions côté KSQLDB. Donc voilà, il y a quand même des choses assez poussées. Il y a des choses qui sont en cours de développement. Il y a un beau terrain de jeu pour demain. Ouais, si je dis pas de bêtises, ils visent sur les UDF, ils visent pas que Java. Si je dis pas de bêtises, il y a du Python qui s'insère aussi bientôt. Et c'est encore en dev, hein, sur ces trucs-là, je pense. Mais ça va être super pratique, ça aussi. Je peux bien pouvoir faire du Java directement. Ça va être, Tout à fait. Et Flink, comme je vous disais tout à l'heure, est un peu, on va peut-être switcher sur le sujet suivant, vu que le temps passe. Mais c'est vrai que, oui, pardon, il y a ça. J'avais zappé ce slide. Je ne sais pas si Martin, tu veux peut-être en dire un petit mot sur celui-là. Bah ouais, comme c'est précisé, on va investir sur Flink comme on le fait sur d'autres technos et d'autres communautés. Vous avez peut-être suivi ce qu'on a fait chez Sphere autour de LangChain,
avec les meet-ups sur l'IA et la multimodalité. Donc là, on va héberger le premier meet-up Flink. On lance ça en France et ce sera le 30 mai 2024. Donc notez-le, on reviendra de toute façon au travers de LinkedIn, des mails sur les invitations et le mode opératoire. Donc ce sera dans nos locaux le 30 mai 2024 avec, on l'espère, un beau programme et des beaux speakers parmi lesquels, petit teasing spoiler, vous retrouverez certainement des personnes qui sont sur ce call. Voilà. Et du coup, ouais, Flink, on en a parlé pas mal, et Flink est devenu, du coup, avec tout ce qui se passe et l'annonce suivante, est devenue une brique super importante dans la plateforme. Et là, je pense que je peux laisser parler un petit peu Bertrand sur le sujet, parce que dans les conférences, je pense qu'il y avait pas mal de trucs dessus, mais l'idée de la réconciliation du monde de l'opérationnel, voilà, on fait tous des applications, on gère des sites web, etc., et la réconciliation du monde de l'analytique. Donc, Flink est super important au milieu de tout ça, mais je pense qu'il y a ce sujet-là qui va effectivement encore aller plus loin. Oui, effectivement, c'était une des grosses annonces. Alors, Flink était vraiment, effectivement, un des trucs principaux du Kafka Summit. Il y avait une salle qui était dédiée avec que des conférences sur Flink pendant les 2 jours. Mais ils ont aussi, du coup, fait cette annonce en parlant d'iceberg au début de la keynote. Alors, moi, je connaissais pas Iceberg jusque-là. En fait, Iceberg, c'est un standard de gestion de données pour des grands volumes, et ça stocke ça gère les données sous forme de table, on va dire, et c'est compatible avec un certain nombre de. C'est vraiment pas un type de fichier, hein. Iceberg, c'est une façon de gérer les données, et derrière, ça peut utiliser plusieurs types de fichiers, typiquement du Parquet, Apache Parquet, de l'Avro, de l'ORC. Et Iceberg, en fait, ce système est utilisé par de grands outils de la big data, donc Spark, Snowflake, Amazon Athena. Et c'est en fait ce point-là qui est intéressant, c'est que ça va nous permettre de lier un peu les 2 mondes. Parce qu'aujourd'hui, comme tu le disais, Sébastien, il y a côté opérationnel Kafka, qui est utilisé pour les échanges de messages, voilà. Et côté analytics, il y a Iceberg, qui est de nouveau, enfin, un peu le nouveau standard finalement pour gérer ces données. Et aujourd'hui, si tu voulais, si tu disais, j'ai mon cluster Kafka et j'ai mon outil d'analytics, il faut que je fasse le lien entre les deux, il faut que je développe un Kafka Connect avec un truc qui fait des transformations, qui va aller alimenter les fichiers, et c'était pas pratique. Et donc, l'opportunité qu'a vu Confluent là-dessus, c'est de dire, banco, on fait Tableflow, qui est leur système interne. Donc, c'est disponible que sur Confluent Platform, ou enfin que sur Confluent Cloud, avec justement le moteur Cora, qui est le Kafka réécrit pour le cloud chez Confluent. Et qu'est-ce que ça fait Tableflow? En fait, c'est un système qui dit, OK, tu as tes topics Kafka, et automatiquement, je les transforme en fichiers Parquet, et tes schémas qui sont dans ta schéma registry, je les transforme en métadonnées à Iceberg liées à mes fichiers Parquet. Et du coup, ça, c'est le standard pour les outils de big data. Et donc, ces nouveaux fichiers qui sont disponibles, je permets via une API à ce qu'ils soient récupérés par Spark ou via les autres outils qui utilisent ce type de fichier. Et donc, ça permet de faire une jolie liaison, de dire, j'ai défini mes topics, j'ai mes données métiers. En plus, j'ai du Flink, donc nickel, je peux retravailler mes données pour faire des agrégations, faire du filtrage, avoir les bons types comme ça me plaît. Et ça fait des fichiers Iceberg. Et ces fichiers Iceberg, mon outil de big data, il les lit directement
Et tout est unifié et il n'y a pas besoin de connecteur, il n'y a pas besoin de retransformation, il n'y a pas besoin de bidouille manuel. Tout est déjà à dispo, finalement. Et, et on a unifié le monde de l'opérationnel et le monde de l'analytics. L'autre super bonus de ça, c'est qu'une fois que tout est connecté, on a un avantage assez important finalement qu'ils ont d'ailleurs insisté dessus, c'est la gestion des schémas du coup, de dire bah comme la gestion des schémas, elle est aussi unifiée, parce que tu as la schéma registry qui fait des métadonnées iceberg qui est utilisé derrière, et bah les évolutions des schémas vont plus comme aujourd'hui en général, vous faites évoluer vos schémas opérationnels. L'analytique, c'est pas au courant, les flux de données marchent plus, vous avez plus vos analyses dans votre outil big data, il n'y a plus rien qui marche, vous êtes appelé en astreinte parce que après votre MEP, 3 jours après, finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a plus aucune métrique. Bah là, c'est fait un peu automatiquement et vous allez savoir à l'avance que votre évolution de schéma, et bah, elle a tel impact sur l'analytics derrière. Alors, il y a une question. Est-ce que c'est disponible sur Confluent Platform? Je ne sais pas m'engager là-dessus. Il me J'aurais semble pas, tendance à dire mais que c'est que sur le cloud. Ouais. Si on ouais, regarde un peu peut-être. comment ça fonctionne derrière, finalement, à l'heure actuelle, hein, c'est le fonctionnement, il va stocker ces fichiers, cette représentation de vos topics en Apache Iceberg, ça va le stocker dans l'infrastructure Confluent Cloud. Donc, vous allez avoir globalement, à l'heure actuelle, ils proposent uniquement du stockage dans Confluent Cloud de ces fichiers-là, qui seront mis à disposition avec des API. Et ces fichiers-là, à l'heure actuelle, donc j'ai en même temps, je triche, ils sont stockés sur du Ouais, du storage S3 S3. ou Du S3. du storage de votre cloud Ouais. provider, en fait. Pour l'instant, ils font que du S3. C'est ce qu'ils mettent. Hein. On fait que du Ah oui, oui. S3 et on s'ouvrira demain à d'autres trucs. Hein. C'est un peu comme Apache Flink l'année dernière est arrivé sur AWS et maintenant il est disponible partout. Mais voilà. Donc il y a encore plein de choses à faire sur ce sujet. Si on revient sur Apache Iceberg, si je dis pas de bêtises, c'est open source. Oui. Et du coup, il y a une super grosse adhésion finalement de ce format. Alors, je suis pas expert. Hein, là, on parle vraiment quand on parle d'iceberg, de parquet, de choses comme ça, on est dans le monde de la data. Hein. Donc, on peut partir du débat est-ce que Kafka est un outil data ou pas. Ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, on a tous ces outils type Snowflake qui vont implémenter ces standards-là. Et ce standard open source a l'air de vraiment prendre. Et c'est vrai que demain, comme disait Bertrand, moi, en tant que dev, hein, je modifie mon schéma parce que j'en ai besoin pour mon process de commande sur mon site web, peu importe. Et finalement, je serai au courant tout de suite des impacts que ça va avoir sur la partie analytique. À l'heure actuelle, je ne sais pas ce qui se passe, c'est des équipes différentes, on se parle pas, on se parle, peu importe. Et c'est vrai que c'est un réel point fort là-dessus. Et c'est la réconciliation des deux mondes. Encore une fois, c'est un outil facilitateur de connectivité entre l'analytique et l'opérationnel. Et ça, je trouve ça quand même assez fou. Ouais, je n'ai pas détaillé, mais Iceberg, en fait, ça a été créé par Netflix. Et ils se sont dit, hey, c'est vachement bien comme truc, peut-être qu'on peut l'open sourcer. Et Apache a dit, ouais, venez, c'est bien votre truc. On va le prendre sous notre aile. Et du coup, c'est utilisé maintenant par Apple aussi. Et oui, et l'avantage, c'est que c'est open source et que il n'y a pas de limitation sur quel outil peut modifier, enfin, quel outil peut utiliser ce format finalement pour, comme moteur derrière. Alors que typiquement, il y a un autre format qui est Delta Lake, mais Delta Lake, c'est poussé par Databricks. Et si tu veux utiliser Delta Lake, il faut que tu utilises le moteur Databricks. Alors que finalement, si tu veux utiliser Apache Iceberg, il n'y a pas de moteur obligatoire il faut que tu utilises tel truc pour utiliser Iceberg, quoi. C'est aussi ça l'avantage. Et dernier petit point, c'est encore une fois basé sur Cora. Et Oui.
finalement, c'est une représentation des segments Kafka. Ils ont été jusqu'à ce niveau de détail-là. Donc, en termes de performance, on pourrait se poser des questions, comment ça marche, est-ce que c'est du temps réel, etc. Dans les différentes analyses, c'était marqué que bon, c'est pas du temps réel, mais c'est du 5 minutes près. Et 5 minutes près, quand on parle quand on est dans le monde analytique, c'est du temps réel. Alors, de la donnée à 5 minutes dans de l'analytics, c'est du temps réel. Donc, globalement, il y a ce problème de performance qui peut être complètement éludé. Et vu qu'ils se basent sur les segments Kafka et qu'ils prennent les segments Kafka pour les écrire dans un autre format, on peut supposer qu'avec cette superbe couche Cora, ça fait vraiment le boulot, quoi. Et juste sur Michel, là, je viens de voir popper ta question. La phase data prep, on faisait peut-être pas dans des outils type Kafka. On les faisait plutôt dans la phase analytique. Donc, la phase data prep, bah, voilà. Elle est peut-être portée maintenant par des outils type Apache Flink. Et je parlais de la déduplication tout à l'heure. Déduplication, ben voilà, c'est quand on fait de la data prep, moi j'ai un suivi à l'heure actuelle, dédupliquer des mails pour avoir une base de référentiel client unique multi-pays sur des systèmes qui sont complètement décorrélés à l'heure actuelle. Ben voilà, un outil de déduplication qui me permet d'avoir en 2 clics cette fonctionnalité-là avec du Apache Flink qui me prépare la donnée et tout ça de façon automatique, je double-clique et je l'insère dans du Snowflake. C'est quand même assez puissant. Je me permets une toute petite intervention avant qu'on passe à la data gouvernance. Si je dis pas de bêtises, en plus, pendant la keynote, ils ont parlé de déverser des données avec Apache Iceberg et tout ça, avec Tableflow. Mais ils ont aussi parlé de faire de la synchro, si je dis pas de bêtises, il y a une idée de aussi faire remonter de la data dans Kafka à partir de ce genre de trucs. Et ça si je reprends ce schéma-là, en fait, alors je crois qu'aujourd'hui, il n'est pas encore bidirectionnel. Aujourd'hui, ils font juste Kafka vers Iceberg ou Parquet, mais ils sont en train de travailler pour que ce soit bidirectionnel. Donc effectivement, tu pourrais dire, bah, mon outil de big data, il recrée des données ailleurs, parce qu'il fait des traitements, il recrée des données. Hop, ça revient, ça redevient des topics Kafka, et il y a d'autres applications qui peuvent se brancher dessus et continuer à réagir comme n'importe quel topic, finalement. Et donc oui, tu as bien unifié finalement l'opérationnel vers l'analytics, mais éventuellement tu peux en revenir, bon, même si c'est en général pas conseillé de te baser sur tes données d'analytics pour faire de l'opérationnel, mais tu pourrais refaire d'autres outils d'analytics maison qui réagissent sur d'autres trucs, quoi. Bon, c'est au dernier sujet. Ouais, très rapidement. Mais après, la data governance, j'aurais peut-être pas autant de choses à en dire. Oui, alors on a, dans la keynote, il y a eu un passage sur la data governance qui était intéressant parce que Confluent offre un service en fait de data governance qui est quand même assez solide. Et j'ai trouvé l'analogie intéressante, le côté la data finalement dans notre entreprise aujourd'hui, dans les entreprises aujourd'hui, tout ce qu'il y a dans Kafka, chacun a ses schémas, chacun a ses propres données qui transitent un petit peu partout. Et il disait que ça ressemblait un peu à la boîte de câbles qu'on a tous un petit peu chez nous, où quand tu as besoin d'un truc, tu tires dedans, mais bon, ça s'en mêle avec le reste, c'est un peu difficile. Et du coup, l'idée, c'est de structurer un petit peu tout ça. Et se baser que sur les échanges entre équipes ou une page Confluence qui traîne dans un coin, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Et du coup, merci, parfait, très belle transition. Et du coup, eux, ils proposent 3 grands axes, on va dire, de data governance, qui est alors sur la stream quality. Donc là, on rejoint un petit peu les trucs qu'il y avait l'année dernière sur les quality rules, où on voulait injecter, en plus des schémas qu'il y a dans le schéma registry, des quality rules qui permettent de valider un petit peu plus en profondeur les données, type avoir des adresses email, est-ce que c'est un numérique, est-ce que la taille du champ, ce genre de choses, faire des data contracts, donc c'est aller un peu plus loin que juste avoir un schéma de données. Il y a une chose que j'ai trouvé intéressante aussi, la partie broker side schéma validation, parce qu'on sait tous, ou en tout cas toutes les personnes qui travaillent un petit peu avec Avro, ce genre de choses, savent que
On valide le schéma avant de l'envoyer dans Kafka. Jusque-là, pas de problème. Mais en plus, on peut mettre en place une validation une fois que la donnée elle arrive dans les topics. C'est ça qu'ils appellent le broker side schéma validation. Et ça, voilà, c'est un truc très intéressant aussi que peut apporter la data governance. Et si je dis pas de bêtises, c'est un truc qui existe en libre accès. Si je dis pas de bêtises, c'est de l'open source. Et il y a aussi le schéma linking qui permet de lier des schémas entre plusieurs clusters de schémas registry. Ça, c'est pour les gens qui ont plein de schémas registry un peu partout. On peut lier des schémas entre les différents clusters. C'est bien pratique. Donc, au-delà de tout cet aspect qualité de la donnée qui va transiter dans nos topics, il y a aussi donc deux outils qui sont proposés par Confluent Cloud, Confluent globalement. Le Stream Catalog qui permet de globalement rechercher un petit peu tout ce qu'on a dans la totalité de nos schémas, de nos topics, des données qui transitent, même aller jusqu'au champ. On peut aller chercher une donnée à partir du catalogue Stream Catalog. Alors, j'ai pas eu le temps de mettre des captures d'écran. Ouais, je compléterais. En fait, c'est vraiment la documentation de tous les schémas. Enfin, en fait, c'est la documentation des topics avec leur schéma et des métadonnées parce que tu peux rajouter des tags, tu peux rajouter des descriptions, tu peux rajouter un owner en disant bah, c'est tel email, c'est tel mec qui est responsable de ce topic-là ou ce schéma-là. Et du coup, c'est vraiment finalement vraiment la gouvernance de la donnée de qui gère quoi et où. Ouais, c'est ça. Et mis à la source, quoi. Enfin, directement là où on gère les topics et tout. Voilà, c'est ultra Et du coup, ça permet aussi d'exposer à toute l'entreprise en disant bah voilà toutes les données disponibles finalement dans le cluster Kafka et telle donnée si vous voulez la consommer bah voilà la description et puis vous contactez telle personne. Et c'est vraiment ça qui est intéressant je trouve. Oui, tout à fait. Et du coup, le troisième outil, c'est Stream Lineage. Et là, c'est plus j'ai un topic, j'ai des données dans mon topic et je veux savoir d'où viennent mes données, où est-ce qu'elles vont, comment je fais. Et là, Stream Lineage, ça donne une vision graphique de qui produit la donnée, où est-ce qu'elle va, par où elle passe, dans quel type d'application, est-ce qu'il y a du Kafka Connect, est-ce qu'il y a du Kafka Streams, que sais-je. Et du coup, c'est pareil, ça, c'est un truc qui donne une vision. Enfin, l'idée, de toute façon, c'est de donner une bonne vision de ce qui transite dans Kafka et d'avoir une vision concrète de qu'est-ce que je peux utiliser, comment, à quel endroit. Enfin, ça a le mérite de faire en sorte que si jamais vous avez déjà un truc qui transite dans Kafka, vous n'avez pas besoin de le reproduire ou de rechercher ailleurs, redemander, poser X questions aux divers gens qu'il y a autour. Voilà. À noter que Flink s'intègre dans le Stream Lineage. Donc si vous faites des jobs Flink qui vont prendre un topic et régénérer de la donnée, ça va apparaître dans ce schéma-là. Ouais, c'est pas que des nouveaux sujets. Et c'est vrai qu'ils ont axé beaucoup la keynote là-dessus, le fameux plat de spaghetti que tout le monde a, de donner point à point. Mais c'est vrai qu'il y a depuis du coup quelques années, on voit qu'il y a une vraie direction et une vraie des outils autour de tout ça. On a l'impression d'avoir vraiment un portail face à nous, un portail pour pouvoir, comme les portails d'API finalement, pour pouvoir retrouver facilement ces topics, pour pouvoir les partager, stream sharing, pour pouvoir les documenter, pour pouvoir voir où transite ma donnée, pour pouvoir faire de la qualité de données. Donc les règles de validation, on a aussi des règles de migration, on n'en a pas reparlé. Mais voilà, je veux faire du breaking change à travers mes règles, mes quality rules et les règles de migration. J'ai la possibilité de transformer de la donnée grâce à mon schéma. Donc ça, c'est des trucs qui sont qui peuvent causer pas mal de soucis parce que si on fait de la transformation dans les schémas, ça peut être un peu capillotracté, tout ça. Mais on voit clairement qu'il y a une orientation. Alors, Michel disait, est-ce que ça va remplacer nos solutions d'ETL? Je ne saurais pas répondre. Il faudrait être devin pour voir ça. En tout cas, on a une solution clé en main pour pouvoir documenter, gouverner, extraire de la donnée, transformer et cohabiter dans le monde opérationnel et analytique. Donc c'est quand même
assez fort et il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut trouver son compte finalement. Le temps passe, on a encore un slide pour aller plus loin. Alors, je sais pas qui veut prendre le premier sujet, qui veut parler de Cora. Ça va aller assez vite. Hein. On en a déjà parlé, hein, Cora, c'est la réécriture finalement du moteur de Kafka par Confluent que pour le Confluent Cloud. Et maintenant, ils l'ont encore amélioré depuis l'année dernière et c'est maintenant 16 fois plus rapide qu'un Kafka standard, on va dire, qui reste très performant de toute façon, hein, mais encore plus rapide. Grande nouveauté aussi, depuis Apache Kafka, la 3.7 hein, de tête. Là, j'ai pas mes notes, donc ça va être la 3.7. On a enfin une image Docker officielle Apache Kafka. On n'est plus obligé de passer par des images ailleurs ou Confluent pour avoir du Kafka en tant que tel. Donc, je l'ai pas encore testé, mais il me semble qu'on n'a même plus besoin de Zookeeper, du coup. Non, du coup, c'est la version Craft et il y a sur le GitHub de Kafka, c'est disponible sur le GitHub de Kafka et vous avez des exemples de Docker Compose pour toutes les variantes possibles, donc soit en nœud simple, soit en cluster et en plain text ou en SSL. Donc tout est déjà dispo et ça marche bien. Quelques annonces aussi sur les connecteurs, une V2 de Debezium. Donc de mon côté, j'ai jamais utilisé Debezium. Je sais pas ce que ça peut apporter cette V2. Je sais pas si vous avez des choses. En termes de, enfin, j'imagine que c'est en termes de perf. De toute façon, Debezium, c'est un truc qui marchait déjà vachement bien. Mais il faut bien avouer que une fois que c'est intégré dans Confluent Cloud et que qu'on simplifie la création de ce genre de truc, on est bien content que ça continue d'être pris en compte et que ça s'améliore en termes de prise en charge, je pense. Et justement, on peut, dans Confluent Cloud, on a des connecteurs managés par Confluent. Et aussi, ils essaient d'améliorer la partie connectivité avec des systèmes autres que Confluent Cloud. Quand on fait du Debezium, du Change Data Capture, on a peut-être une base de données Oracle qui traîne quelque part, on a peut-être une base MongoDB Atlas qui traîne quelque part, on n'utilisera peut-être pas Debezium ou ce genre de choses, mais en tout cas, ils essayent aussi de travailler sur la connectivité pour faire en sorte de réduire vos factures cloud. Et voilà, donc on n'a pas trop de détails là-dessus. Il y a des nouveaux mécanismes de pricing aussi, ils ont fait des pricing intermédiaires, il y a des choses comme ça qui sont aussi intéressantes en petite nouveauté. Et on voulait aussi vous mettre une kit qu'on aime bien. Enfin, moi, j'aime bien cette kit-là, la dernière. On en parle souvent. Le support du two-phase commit. Quand est-ce qu'on aura cette gestion du two-phase commit pour qu'on puisse peut-être un jour faire de la transaction Kafka avec de la transaction base de données et que ça soit bien géré. Ou que ça soit géré, en tout cas. Et moi, j'aime bien celle-là et on attend qu'elle sorte. Il me semble qu'elle est dans le même état que les queues qu'on évoquait. Elle doit être en statut voting. Et on attend de voir si ça débarque. Yes. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il y a déjà eu des questions de poser, mais n'hésitez pas. Moi, je peux revenir sur une question qui a été posée à un moment sur Craft, que j'ai pas voulu ralentir le flow. Mais sur les, est-ce qu'il y a des gens qui font tourner Craft en production aujourd'hui? Alors certainement. Enfin moi, chez mon client, c'est pas le cas, parce que on se dirige plutôt aujourd'hui vers du cloud, hein, tout simplement. Enfin vraiment, la tendance est plutôt d'aller sur le cloud avec ce genre de choses, avec des services managés. Mais ça va devenir, je pense, cette année un enjeu pour pas mal de boîtes. Parce que déjà, il y a plein de gens qui regardaient pas trop, qui savaient pas trop ce que c'était Craft et tout ça. Mais si on veut se maintenir à jour sur Kafka, potentiellement, l'année prochaine, il y aura tout simplement plus de version supportée de Zookeeper. Donc, ça va devenir un enjeu pour beaucoup de boîtes qui font tourner on-prem du Kafka, je pense. Les prochains gros, cette année, je pense qu'il y a
des grosses versions qui vont sortir d'Apache Kafka. Je ne sais pas si la 4.0 va peut-être sortir cette année. Il y a du Flink 2.0 qui va aussi sortir sûrement cette année. Alors, j'ai pas les roadmaps en tête, mais il me semble que c'est la 3.7, c'était un intermédiaire avant la 4 au niveau d'Apache Kafka. Donc, ça va déprécier pas mal de trucs. Ça va déprécier les supports de version de Java, par exemple, ce genre de choses. Et il y a Flink aussi 2.0 qui va arriver. Donc, il me semble que la 1.19 de Flink, c'était la dernière, ou en tout cas, c'était l'étape avant d'arriver avec du Flink 2.0 qui va, du coup, être la prochaine majeure avec, j'imagine, plein de nouveautés encore dans le bac. Ouais. Donc, une année qui va sûrement nous bousculer aussi dans ces choses-là. Je crois que la 3.7, c'était la dernière version supportée avec Zookeeper, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est la dernière où Zookeeper est supporté. Après, à partir de là, normalement, il passe à la 4.0. Alors après, est-ce que la roadmap a changé depuis? Peut-être. Mais normalement, après la 3.7, venait la 4.0 et la 4.0 ne supportera plus Zookeeper, normalement. Bon. Martin, on te laisse le mot de la fin. S'il n'y a pas d'autres questions, effectivement, on va pouvoir conclure ce webinaire. Merci à toutes et tous de vous être connectés. Merci Valentin, merci Bertrand, merci Sébastien pour vos retours, les explications et le temps passé à nous détailler toutes ces annonces. N'hésitez pas à rester en contact avec nous, à nous ajouter sur LinkedIn, à nous contacter si vous avez des besoins d'accompagnement, que ce soit sur de l'expertise, de l'implémentation, du training. Et on reste en contact, comme on vous l'a dit, sur les futurs events à venir, notamment le Meetup Flink, qui sera donc organisé chez nous le 30 mai. Et on reviendra vers vous avec tous les détails pour cette organisation. Un grand merci et à très bientôt. Au revoir. Merci. Bonne journée, merci à vous. Au revoir. Merci à tout le monde.